L'analyse d'aujourd'hui, elle commence par une question. Une question posée dans un lieu et à un moment assez improbable. Ah oui, Imaginez la scène. On est dans la prison de Fleury-Mérogis. d'accord. La romancière Nancy Huston y anime un club de lecture. Et là, une détenue, qui était restée complètement silencieuse jusque-là, la fixe et lui demande de but en blanc. Je sens la question qui tue. Exactement. Elle lui dit « À quoi ça sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable ?» C'est une question redoutable. Et c'est justement le point de départ de l'essai de Nancy Huston, L'espèce fabulatrice, le texte qu'on va décortiquer ensemble. Et la réponse qu'elle propose est déroutante. Complètement. Elle suggère que, loin d'être un simple divertissement, une évasion, la fiction serait en fait notre caractéristique la plus fondamentale, une sorte de mécanisme de survie. C'est ça qui est fascinant, l'idée que les histoires qu'on se raconte, ce n'est pas une fuite hors de la réalité. Non, C'est la manière même dont on la construit, dont on la rend habitable en fait. Et on va voir comment cette idée, une fois qu'on la saisit vraiment, elle change absolument tout. alors, entrons dans le vif du sujet. Le postulat de Huston est à la fois simple et assez brutal. Mhm. L'être humain est un primate. Et physiquement, on est plutôt fragile. On n'a ni griffes, ni crocs acérés, ni carapace. On n'est pas très bien équipé. Pas du tout. Notre véritable avantage évolutif, notre super-pouvoir, c'est notre imagination. C'est elle qui nous a permis de survivre. On ne fait pas que voir le monde, on l'interprète, sans arrêt. On l'invente en quelque sorte. C'est le mot, on l'invente. Et cette invention, elle donne au monde un sens, avec un S majuscule comme elle l'écrit. Elle vient d'une conscience qui nous est propre dans tout le règne animal, la conscience du temps. Le fait qu'on sache qu'on va mourir. Exactement. On est a priori la seule espèce qui sait qu'elle est née un jour et qu'elle va mourir un autre jour. Et ça transforme notre existence. Ce n'est plus juste une succession de moments. Dans le présent. Voilà, ça devient une trajectoire, une courbe, avec un début, des péripéties et une fin. Autrement dit, ça devient un récit. Notre vie prend la structure d'une histoire. Tout à fait. Mais la question, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est propre à l'humain ? Je veux dire, on voit des singes qui apprennent des mots. C'est une excellente question. Et les recherches sont très claires là-dessus. On a pu apprendre des milliers de mots de vocabulaire à des grands singes. Oui. Mais jamais, au grand jamais, on a vu un singe utiliser ces mots pour raconter une histoire. Il ne peut pas dire ESE. Hier, j'ai trouvé une banane, super, demain j'y retourne. L'idée de hier et demain lui échappe. Ces concepts narratifs leur échappent. Ils vivent dans un présent quasi absolu. Et ça change tout. L'exemple qu'elle donne dans le livre pour illustrer ça est très parlant. Oui, la rivière a séché. Face à ça, une antilope, elle a deux options. Elle cherche de l'eau ailleurs ou elle meurt. C'est factuel, instinctif. D'accord. L'humain, lui, face au même événement, il va faire quelque chose de complètement différent. Il va interpréter, il va se demander pourquoi avons-nous offensé les dieux? C'est la faute de qui? Il invente des rituels, il prie, il danse, il cherche des coupables. Il transforme le sens pratique, il n'y a plus d'eau, en un sens existentiel, métaphysique. La fiction, ce n'est plus un luxe, C'est une technique de survie. inscrite dans notre cerveau. C'est fou. On applique une couche de sens, surtout pour rendre le chaos supportable. Mais si on pousse cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que ma propre identité, ce que je perçois comme étant moi, c'est aussi une histoire inventée. C'est exactement là où elle nous emmène. Et c'est, je pense, la partie la plus déstabilisante de sa thèse. Ah oui, là ça devient personnel. Elle est radicale. Le moi, le je, cette chose qu'on sent comme la plus réelle, la plus solide, est une fiction. Waouh. Essayons de remplir une carte d'identité en s'en tenant uniquement à la réalité brute, sans aucune fiction. Et c'est impossible. C'est impossible? Bon, alors allons-y. Le prénom. Fiction totale. Un mot, choisi par nos parents, qui nous colle à la peau. Aucune réalité biologique. Le nom de famille. Pareil. Une convention sociale, une fiction, qui nous rattache à une lignée, souvent paternelle, en ignorant toutes les autres. D'accord. La date de naissance, ça, quand même, c'est factuel. Le jour, oui, mais le chiffre de l'année, non. Notre calendrier est une pure convention. Basé sur la naissance d'un certain Jésus. Exactement. Si on utilisait le calendrier hébraïque ou musulman, l'année serait totalement différente. C'est une fiction culturelle qu'on prend pour une vérité absolue.
Et j'imagine que c'est la même chose pour le lieu de naissance, les noms des villes, des pays, les frontières. Ce sont des constructions humaines, des histoires. Tout à fait. Nancy Houston est née à Calgary. Mais un siècle avant, ce lieu existait, mais le nom Calgary, sur une carte, non. Et on peut continuer. La nationalité, la religion, la langue. Tout ça, c'est le fruit du hasard de notre naissance. Un paquet de récits qu'on nous a transmis et qu'on a fini par intégrer comme étant nous. Ce qui l'amène à cette formule assez saisissante. Une donne chromosomique sur laquelle sont accrochées des fictions. Donc ce que je crois être moi, au plus profond, n'est en fait qu'une sorte de patchwork d'histoires qu'on m'a racontées. C'est vertigineux comme idée. On n'est pas soi, on le devient, en absorbant des couches et des couches de récits. Même notre mémoire, ce n'est pas un disque dur fidèle. C'est une reconstruction. C'est une reconstruction narrative permanente. Chaque fois qu'on se souvient, on raconte à nouveau, on modifie un peu l'histoire pour qu'elle reste cohérente. Nous sommes, comme elle le dit si bien, Les romans que nous échafaudons pour raconter notre séjour sur Terre. voilà. D'accord, mais on pourrait penser que c'est juste culturel, social. Or, le livre montre que non, cette tendance à fabuler, elle est bien plus profonde. Elle est neurologique, elle est câblée dans notre cerveau. Absolument. Et c'est peut-être l'aspect le plus troublant. Notre cerveau est une machine à produire du sens, quitte à l'inventer de toutes pièces. On en a des preuves? Les expériences sur les patients au cerveau divisé, ceux dont les deux hémisphères ne communiquent plus, sont stupéfiantes. Dans une expérience, on montre à l'hémisphère droit du patient, qui contrôle le mouvement mais pas la parole, un carton avec le mot « marcher Et le patient, logiquement, se lève et commence à marcher. ». Oui, mais c'est là que ça devient fascinant. On demande au patient « Où allez-vous ?» Et c'est l'hémisphère gauche qui doit répondre, celui du langage. Sauf que lui, il n'a pas vu le carton. Il n'a aucune idée de pourquoi le corps s'est mis en mouvement. C'est troublant. Ça veut dire que la personne n'est même pas consciente qu'elle invente? Précisément. L'hémisphère gauche ne dit pas « je ne sais pas ». Il ne supporte pas le vide de sens. Alors, instantanément, et en toute bonne foi, il invente. Il invente une raison plausible. Il dit « j'ai soif, je vais chercher un verre d'eau ». Il ne ment pas. Il fabule pour que son action ait une histoire cohérente. Et si notre cerveau fait ça pour un simple geste, qu'est-ce que ça donne à l'échelle d'une vie ou d'une société? On se ment à nous-mêmes en permanence, sans le savoir. C'est la question fondamentale, et l'anecdote que Houston raconte sur son propre père est une illustration poignante de ce mécanisme. Oui, cette histoire est très forte. Après une opération, son père souffre de confabulation, ce trouble où le cerveau fabrique de faux souvenirs. Et un jour, il lui propose de jouer aux cartes. Il lui dit « Je tiens à prendre ma revanche pour hier ». Or, il n'avait absolument pas joué la veille. Premier souvenir fabriqué. D'accord. Mais le plus fou, c'est ce qui suit. Pendant la partie, il tombe sur une carte avec un coin abîmé. Et là, sans cerveau, en une fraction de seconde, Invente une histoire complète pour expliquer ce détail. Il s'exclame « Ah voilà, regarde, tu te rappelles, hier, tu as abattu tous les trèfles si violemment que tu as cassé le coin du 3. » c'est vertigineux. Ça montre bien que le besoin de cohérence, le besoin d'une histoire qui se tient, est plus fort que le besoin de vérité. L'interprétation ne suit pas la perception, elle est simultanée. Notre cerveau ne voit pas un fait brut, pour l'interpréter ensuite, il le perçoit déjà à travers une grille narrative. C'est le même mécanisme qu'on retrouve dans les rêves, non? Quand le réveil sonne et qu'il s'intègre parfaitement à notre histoire. Exactement, ce n'est pas une coïncidence, c'est notre cerveau endormi qui, en entendant le bruit, a tissé rétroactivement en 1 milliseconde toute une histoire autour pour que ce son ait un sens dans le rêve. On est des conteurs, même en dormant. En permanence, Alors on fabule tout le temps, notre cerveau est câblé pour ça. Mais est-ce que toutes ces histoires se valent? Sont-elles toutes neutres? et la réponse de Houston est un non catégorique. Et c'est là qu'elle introduit une distinction qui est, je crois, essentielle. Laquelle? Elle dit qu'il existe une sorte de récit primitif, un architexte qui sommeille en nous. L'histoire la plus simple, la plus ancienne et la plus puissante. C'est le nous contre eux. C'est ça, le récit tribal par excellence. Celui qui soude un groupe en désignant un ennemi. C'est le moteur de la fierté nationale, du patriotisme aveugle, du racisme. Une fiction incroyablement efficace, mais souvent dangereuse. Et appauvrissante. Pour illustrer ça, elle brosse le portrait d'un personnage, John Smith, un Américain qu'elle qualifie de plausible. Et la vie de ce John Smith est entièrement dictée par des fictions qu'il n'a jamais choisies, ni même questionnées. Jamais. La croyance sur la supériorité de sa nation, les héros de ses jeux vidéo, la justification de la guerre, il est tellement immergé dans ses récits qu'il les prend pour la réalité.
Et ça le mène à sa perte. Ça le mène à s'engager et à mourir en Irak, persuadé d'être le héros d'une histoire juste, sans jamais voir qu'il n'était que le personnage d'un récit écrit par d'autres. C'est la tragédie des fictions subies. Alors face à ça, face à cette fiction qui enferme, qui tue, quelle est l'alternative? Est-ce qu'il existe de bonnes fictions? C'est tout le plaidoyer de Huston. Face à ce qu'elle appelle les fictions involontaires ou pauvres, elle place les fictions volontaires et riches. Et pour elle, la meilleure de toutes, c'est le roman. Oui. Là où l'archétexte du nous contre eux nous enferme avec nos semblables et diabolise l'autre, le roman fait tout l'inverse. Il nous ouvre. Parce qu'il nous force à nous mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas nous. Sa force unique, c'est de nous apprendre à nous identifier à des êtres radicalement différents. Par le genre, l'époque, la culture. Un bon roman nous fait entrer dans leur cerveau, ressentir leurs doutes, comprendre leurs contradictions. C'est une école d'empathie. Une véritable école d'empathie. Comme le dit un personnage du livre, la littérature nous apprend à réimaginer le monde, à voir la possibilité de changement. C'est une force civilisatrice. On a fait un sacré tour. Si on revient au point de départ, à cette question, dans la prison de Fleury-Mérogis, à quoi ça sert d'inventer des histoires? Après cette analyse, on comprend que la question, elle est mal posée. Oui. Elle est mal posée parce qu'on n'a pas le choix. On est l'espèce fabulatrice. Raconter des histoires, ce n'est pas une option, c'est notre condition, notre logiciel par défaut. La vraie question n'est donc pas pourquoi inventer? Mais plutôt, quelles histoires choisissons-nous? Quelles histoires on choisit de croire, de raconter et de vivre? Et la réponse que Nancy Houston a finalement donnée à la détenue, elle est lumineuse. Elle résume tout. Oui, elle lui a dit, et je la cite, « C'est parce que la réalité humaine est gorgée de fictions involontaires ou pauvres qu'il apporte d'inventer des fictions volontaires et riches. » La grande différence. C'est que le roman, lui, ne prétend pas être la vérité. Il annonce la couleur d'emblée. « Je suis une fiction. » Et c'est dans cette honnêteté qu'il nous offre une forme de liberté. Et de sagesse. Une liberté parce qu'il nous entraîne à imaginer d'autres mondes, d'autres réalités. Et une sagesse parce qu'il nous donne les outils pour décrypter les autres fictions, celles qui, elles, avancent masquées, en se faisant passer pour la seule réalité possible. Celle du nous contre eux. Exactement. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer peut-être. Si notre identité la plus profonde est une collection de fictions qu'on a absorbées, souvent sans s'en rendre compte, quelle histoire choisit-on, cette fois consciemment, de raconter sur nous-mêmes? Et sur les autres. Et au fond, comment est-ce que cette histoire-là, celle que l'on choisit, change ce qu'on fait jour après jour?